Bonjour à tous. Je vous propose de visionner une interview de Yoann Livernet qui a été réalisée en décembre dernier par le média indépendant Univers TV. Dans cette vidéo, Yoann Livernet s'exprime sur le nouvel ordre mondial, la dictature sanitaire, la guerre en Ukraine et l'opposition contrôlée. Point très important, en fin de vidéo, Yoann vous présentera ses ouvrages ainsi que les liens de ses réseaux et partenaires. Je vous souhaite un bon visionnage. Yoann, nous sommes fin 2022 et nous assistons à l'installation de ce nouvel ordre mondial annoncé par des présidents de la République tels que Jacques Chirac, François Mitterrand, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, ainsi que de nombreux présidents dans le monde. Alors, ce projet est mené par un gouvernement mondialiste qui prend toutes les décisions importantes à l'échelle internationale. Ce gouvernement a pour courroie de transmission des lobbies mondialistes euro-américains, tels que le club Bilderberg, la Trilatérale, le club de Davos et le CFR. La population qui est consciente de l'installation de ce nouvel ordre mondial s'est organisée en un mouvement de résistance qui se développe malgré une forte infiltration de l'opposition contrôlée. Depuis le premier confinement, il y a 2 ans, nous constatons un éveil croissant de la population, mais malgré les actions en justice et la mobilisation, nous ne voyons pas de réelle amélioration de la situation en France. Par conséquent, Yoann, ce nouvel ordre mondial que vous annoncez depuis longtemps, êtes-vous surpris qu'il arrive à grands pas? Non, pas du tout, absolument pas. Alors, pour rappel, le premier à avoir employé cette expression de nouvel ordre mondial publiquement, ce fut George Herbert Walker Bush, donc le père de George Bush, donc, qui avait employé cette expression s'est passé le 11 septembre 1990. Bon, bien plus tard, chez nous en France, donc à l'époque, dans les années 90, nous, ça ne nous était pas du tout familier, contrairement à aujourd'hui en 2022. Et chez nous en France, depuis, on a eu notamment Nicolas Sarkozy qui, je vous le rappelle, avait affirmé en janvier 2009, on ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Cette déclaration est restée assez célèbre. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Aujourd'hui, récemment, on a eu Joe Biden Jr. qui a affirmé qu'il va y avoir un nouvel ordre mondial, mais il reste à savoir qui va le diriger, qui va le piloter. And we are just now where we move into the exponential phase. And I agree. Artificial intelligence, but not only artificial intelligence, but also the metaverse, new space technologies, and I could go on, synthetic biology. Our life in 10 years from now will be completely different, very much affected, and who masters those technologies in some way will be the master of the world. Il y a 2 camps qui s'affrontent, mais je rappelle que le camp adverse ne remet pas en question ce nouvel ordre. Il y a eu aussi Emmanuel Macron lui-même, très récemment, qui a parlé vraiment d'une gouvernance unique mondiale qui était l'objectif à atteindre. Donc, c'est de plus en plus affiché, alors que ça n'était pas autrefois. Pour mettre en place ce nouvel ordre avec gouvernance mondiale unique, monnaie unique mondiale, centralisation des pouvoirs, centralisation aussi de l'information, mais il faudra en finir avec l'ordre ancien. D'où cette devise maçonnique qui est incontournable, de l'ordre au chaos. D'abord, vous menez au chaos, à la destruction totale, pour ensuite imposer un nouveau modèle de société, et d'où toutes ces crises factices que nous subissons petit à petit et qui sont montées de toutes pièces par l'oligarchie. Alors voilà, ce nouvel ordre sera totalitaire, il se présente ainsi, en tout cas,
il prétendra résoudre tous les problèmes. Il n'y a qu'à écouter Jacques Attali. Il faut une gouvernance mondiale pour résoudre tous les problèmes. Alors que non, c'est pas la solution, c'est le problème, justement. Et ça sera, ce nouvel ordre, une nouvelle forme de dictature et d'esclavage moderne, mais cette fois-ci à l'échelle planétaire, à l'échelle mondiale. Alors, ce nouvel ordre mondial, c'est aussi important de le signaler, a une dimension messianique. C'est très important de bien le comprendre, de bien l'intégrer. Donc, le mondialisme est avant tout une mystique. On en a eu la confirmation très récemment avec les dernières déclarations de Klaus Schwab au Forum économique mondial, où il a carrément déclaré Dieu est mort. Il a également déclaré que Jésus est une fausse nouvelle. Les dirigeants du Forum de Davos auraient, paraît-il, acquis des pouvoirs divins. Donc voilà, on est clairement dans le péché du Lucifer, le péché d'orgueil. Se prendre pour Dieu, de pécher par orgueil. Et donc, ils auraient des pouvoirs divins, et ce, pour régner sur l'humanité. Et selon le Forum économique mondial, une nouvelle religion mondiale unique, dont je parlais à l'instant, est arrivée, une nouvelle religion, et elle unit toute l'humanité pour qu'elle se prosterne, cette humanité, devant l'autel de la science du climat, du technocommunisme et de l'eugénisme. Voilà ce qui a été déclaré. Voilà en gros quelle fausse religion doit se substituer à la vraie. Et donc voilà, je crois que les choses sont claires, c'est de plus en plus clair pour tous ceux qui veulent bien ouvrir les yeux et qui veulent bien observer les événements importants avec une certaine objectivité. Alors, d'après vous, Johan, que risque-t-il de se produire dans les prochaines années? Alors, justement, vous venez d'en parler, ce que veut mettre en place le pouvoir occulte mondialiste, avec ses courroies de transmission, vous en avez cité quelques-unes, donc ces relais que j'appelle dans mes conférences et vidéos et dans mes livres aussi, des organisations que je qualifierais de paramaçonniques. Vous avez parlé de Davos, du CFR, du Bilderberg, qui est la latérale, bien sûr, l'ONU, qui est la plateforme mondialiste, cet axe anglo-américain, il y a la Roundtable, la Chatham House, qui est le pendant à Londres du CFR à New York. Donc, il y a toutes ces institutions, si vous voulez, qui prennent part à ce projet de destruction, à cette gouvernance mondiale, qui exécute en quelque sorte les plans de l'oligarchie mondialiste, c'est-à-dire de familles articulées autour des Rothschild, l'oligarchie bancaire et industrielle. Et donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui risque d'arriver dans les prochaines années d'ici 2030? On a déjà on a pu voir, constater une troisième guerre mondiale qui a déjà débuté officiellement en février, alors qu'elle avait déjà commencé officieusement en 2014 dans le Donbass. Et on devrait avoir aussi prochainement une pénurie alimentaire qui succéderait alors à la pénurie d'essence que l'on est en train de vivre, mais qui n'est qu'un petit hors-d'œuvre de ce qui nous attend, certainement. Crise énergétique aussi, c'est un peu le but de cette troisième guerre mondiale, et peut-être même une crise nucléaire, on ne sait pas, toutes sortes de crises, en tout cas, qui doivent nous amener à un chaos orchestré par cette oligarchie, puis un nouvel ordre, d'où l'ordre of chaos. Puis, il y a aussi un point sur lequel on ne peut pas passer, que l'on doit cibler et regarder en face et que l'on devra refuser, nous, à notre niveau, c'est le totalitarisme numérique. Totalitarisme numérique pour nous ficher, pour mieux nous contrôler à tous les niveaux, contrôler génétiquement notre identité, contrôler notre santé aussi, contrôler toutes nos données, tous nos achats, ce qu'on achète, ce qu'on vend, etc. Et puis le contrôle de l'information aussi passera par le numérique. C'est Jacques Attali dernièrement qui a dit que le journalisme sera intégralement numérique à l'avenir. Donc on va vers cette dématérialisation et vers le tout numérique. Et je me rappelle, avant d'écrire des livres, avant de m'engager dans cette voie,
j'ai travaillé pendant 11 ans à l'URSSAF du Var. Et déjà, il était question de dématérialisation. Donc, si vous voulez, dans le domaine de l'entreprise, il est déjà question de dématérialisation. Il y a déjà question numérique. Dans l'école primaire, dans l'école secondaire aussi, je me rappelle, quand j'ai eu des réunions comme ça avec la directrice de l'école de mon fils, ben, il était déjà question aussi de tout numérique, d'habituer déjà les enfants au numérique. Et donc, on va vers cela dans une optique bien précise, c'est-à-dire le contrôle total de l'individu et son asservissement total. On va aussi, selon moi, socialement, vers la destruction des classes moyennes. Cela rejoint d'ailleurs un petit peu les propos de Schwab du Forum de Davos. Hein. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Voilà. Donc, cela rejoint aussi les révolutionnaires de 1789, hein, qui étaient pour l'abolition de la propriété privée. Je renvoie à Adam Weishaupt. Hein. Et donc là, on est dans le même esprit hein, avec Klaus Schwab. Et donc, cette destruction des classes moyennes, d'où la réaction légitime et même nécessaire des Gilets jaunes, qui, bon, malheureusement, a été contrôlé et maîtrisé par le système allemand. Donc voilà, selon moi, dans les grandes lignes, à quoi il faut s'attendre, à quoi il faut même se préparer dans les prochaines années. Alors, pensez-vous que la dictature sanitaire, les confinements puissent reprendre un jour en France? Écoutez, cela est possible. Cela dépend en premier lieu de l'agenda mondialiste. C'est-à-dire que si le pouvoir occulte l'a décidé, ça arrivera. Il serait question d'un pass vaccinal mondial, je viens de voir ça. Et on nous parle toujours hein, dans les médias de futurs virus, de futures épidémies, pourquoi pas de futurs vaccins, qui n'en sont pas d'ailleurs. En fait, nous ne sommes à l'abri de rien. On l'a vu en mars 2020, très rapidement, rappelez-vous, d'un coup, confinement brutal, total, qui asphyxie l'économie réelle, qui envoie des tas de gens au chômage, qui détruit des couples, qui sème la zizanie dans des familles. Et ce confinement brutal, on l'a subi, bien sûr, hein, on l'a pas choisi, et tout le monde s'y est plié. Parce que sinon, c'était l'amende, c'était la police, c'était peut-être même une garde à vue, une chose comme ça. Donc, voilà, là, on est vraiment on était dans une dictature qui ne disait pas son nom, qui était en fait une dictature politique sous prétexte sanitaire. Oui. Et d'ailleurs, l'application de ces confinements dont je parlais à l'instant a été planifiée, je le rappelle, dans un document officiel de la CIA, mais aussi par le Forum économique mondial. Donc, ce n'est pas arrivé par hasard, hein. Tout comme ce virus n'est pas arrivé par hasard non plus, ce virus dont l'origine est encore aujourd'hui attestée. Donc, rien n'arrive par hasard sur cette basse terre, surtout de nos jours au XXIe siècle, quand un événement se produit, c'est qu'il y a eu une concertation avant, c'est généralement qu'il y a un projet derrière. Et ben, c'est un peu pareil quand il y a une information qui est reprise dans les médias alignés, dans tous les médias alignés d'ailleurs, c'est dans un but bien précis. Par exemple, ça va être faire monter les tensions sociales ou les tensions entre communautés, interprofessionnelles, hein, intercommunautaires, ou alors nous faire cautionner cette idée malthusienne qu'on serait trop nombreux sur Terre. Donc, on commence à y aller avec oui, on a dépassé les 8 milliards, etc., etc. Et puis d'un coup, tout le monde parle de ça et parle pas du reste, quoi. Voilà. Vous voyez, donc tout ça n'arrive pas par hasard. Et c'est généralement dans un but bien précis, donc nous faire accepter aussi cette injection obligatoire avec un coup de renfort publicitaire, hein, notamment le slogan tous vaccinés, tous protégés, alors qu'on voit les effets secondaires et même les morts que cela provoque. Donc voilà, et majoritairement d'ailleurs parmi les injectés, pas les vaccinés, parmi les injectés. Donc voilà, je crois que les choses sont claires dans les grands médias. Les médias alignés qui sont en fait subventionnés grassement par l'État
républicains, hein, c'est pas toujours, sinon ils ne tiendraient pas ces médias alignés, hein, ces médias mensonges. Dans ces médias alignés, subventionnés à coups de millions d'euros par la République, toutes ces propagandes et manipulations, il faut en avoir conscience et il faut aussi en sortir, surtout hein, jeter sa télévision à la poubelle, c'est la raison pour laquelle j'ai plus de télévision depuis maintenant une douzaine d'années, et qu'il faut s'informer autrement, notamment par le biais de médias alternatifs voilà, sur le net, ou sinon par le biais de journaux, un journal comme Rivarol, lire des bons livres aussi, hein, sorte d'informations alternatives. Hein. Ça peut être le papier, comme ça peut être sur le net, ça peut être sur Internet, évidemment. Oui. D'où l'intérêt de développer les médias alternatifs. Hein. Oui, de les soutenir, de les encourager, de les relayer, de les partager sur les réseaux sociaux. Voilà. Il y a vraiment une guerre de l'information et c'est une base, hein, vraiment. En effet, tout à fait. Alors, concernant la guerre en Ukraine, que vous inspire cette guerre? Ben, écoutez, rien de bon. Hein. On a vu le commencement, on ne connaîtra pas la fin. On a pu s'apercevoir que la France, on a eu la confirmation que la France était vassale des États-Unis d'Amérique, hein, que l'OTAN comme l'Union européenne n'ont pas été créés comme ça par hasard, mais l'OTAN a été créée à la fin juste après la Seconde Guerre mondiale, et l'Union européenne, ce projet d'unification de l'Europe, dans les terres de l'Europe, les Jean Monnet, les Ratzinger, donc ce projet date de plusieurs siècles, d'au moins un siècle maintenant, c'était dans les coups même au XIXe siècle. Je me rappelle avec Enzo Giuseppe Mazzini, au haut initié, un franc-maçon. Et donc, tout ça pour créer un bloc européen soumis à l'axe américano-sioniste et nous amener à la guerre contre un autre axe qui est, lui, eurasien et qui est incarné principalement par la Russie et la Chine. Et ce, dans le but de la destruction de la zone euro, en fait, de nous affaiblir, notamment sur le plan économique et surtout sur le plan énergétique. Donc voilà aujourd'hui quelques conclusions qu'on peut tirer du début de cette Troisième Guerre mondiale, qui n'inaugure évidemment rien de bon à tous les niveaux, au niveau humain, mais aussi au niveau social. Et nous, en France, il ne faut pas croire que parce que ça se passe loin de chez nous aujourd'hui, donc en Ukraine, la frontière russe, que nous n'allons pas être touchés par cette Troisième Guerre mondiale. Nous allons certainement en subir des conséquences à court ou à moyen terme. C'est une évidence. Ouais. Ah oui, nous sommes directement impactés. Hein. Ça peut être concrètement des coupures d'électricité, des coupures de gaz, voilà. Ça peut être une crise, une pénurie alimentaire aussi qui en découle. On nous met tous sur le dos de la Russie, hein, je le rappelle. Hein. Ça y est, on manque d'essence, il y a une pénurie d'essence, c'est la faute de la Russie. Demain, il y aura le manque de moutarde. Ce sera la faute de Poutine, voilà. C'est le nouveau Hitler, malheureusement. Alors, je ne dis pas que le modèle russe est parfait. Il y a à dire, il y a à redire. Alors, le modèle chinois, encore pire, parce qu'eux ont vécu la véritable dictature. Hein. Nous, c'est une dictature light en comparaison à ce qui se passe en Russie, en Chine avec le Parti communiste chinois. Donc, c'est loin, très très loin d'être parfait dans le camp adverse, le camp opposé au bloc européen qui soutient un grand renfort de milliards. Hein. C'est sur notre argent, en fait, que on fait la guerre à la Russie et qu'on soutient donc l'effort de guerre en Ukraine. C'est sur notre argent, c'est sur l'argent de l'Union européenne. Donc c'est à chaque fois sur l'argent du contribuable français, italien, espagnol, etc. Donc c'est ça qui est le plus dramatique. Donc cela, bien évidemment, ne peut mener qu'à notre perte à tous les niveaux, au niveau financier, au niveau social, au niveau énergétique et sur le plan humain aussi. Alors, d'après vous, Johan Livernet, comment on pourrait contrer ce nouvel ordre mondial qui est en train de se mettre en place? Alors, écoutez, c'est une bonne question. Alors, déjà, la première chose, c'est que nous n'avons pas le pouvoir.
nous ne pouvons agir que par certains outils, mais nous n'avons pas le pouvoir politique. Pour un Jacques Attali, qui lui a le pouvoir, hein, qui est le marionnettiste du président de la République en place, et qui l'était depuis donc les années 80 et François Mitterrand, donc pour Attali, le contrôle de la presse est fondamental, le contrôle de l'information l'est tout autant, hein, c'est essentiel. Donc ce même Attali exècre les réseaux sociaux, soit dit en passant, il estime que ces réseaux sociaux sont les fossoyeurs de la démocratie, hein, qui est assez intéressant, je trouve, comme remarque. Et nous avons aujourd'hui des outils à notre disposition, comme je disais, pour informer, pour même contrer par l'information en désobéissant à ce système. Nous avons Internet, de bons sites Internet, nous avons le livre, des livres, de plus en plus de livres, nous avons les réseaux sociaux, partagés pour diffuser un maximum d'informations. Je pense, et je suis convaincu, qu'il faut se servir de tout cela, de tous ces outils, dans la mesure du possible. Alors, le problème, c'est évidemment la censure qui sévit de plus en plus sur Internet, et j'espère que notre entretien lui-même ne sera pas censuré. Mais par l'information, il faut mobiliser un maximum de monde pour boycotter ce projet qui se met en place. Alors, le grand avantage du boycott, c'est qu'il ne passe pas sous le coup de la loi, vous voyez, et qu'il est pacifique, le boycott. Et oui, et c'est une arme quand même assez redoutable. Donc, refuser l'injection obligatoire, refuser le masque obligatoire, le pass vaccinal, hein, refuser le totalitarisme numérique, refuser les médias mensonges en pan avec les médias lignés, en n'ayant plus de télévision chez soi, je trouve que ça serait un très très bon début et que s'il y avait un maximum de gens qui prenaient ces mesures-là, ce choix-là, on n'en serait pas là. De toute façon, cette crise politique, en fait, hein, cette dictature politique sous prétexte sanitaire, n'a pu avoir lieu tout simplement parce que les gens avaient un téléviseur chez eux. Il suffisait que les gens éteignent leur télévision ou qu'ils n'en aient pas chez eux pour qu'il n'y ait pas de crise sanitaire, pour qu'il n'y ait pas de dictature politique sous prétexte sanitaire. C'est aussi simple que ça. Ça tient grâce à la propagande, à la corruption et au mensonge. Le système ne tient que comme ça. Donc voilà, il est très important d'informer sur tout ça, sur toutes ces fausses manœuvres, sur toutes ces fausses crises qui sont montées de toutes pièces et qu'on ne peut que subir, une crise sanitaire, énergétique, d'essence, de carburant, d'alimentaire aussi qu'on risque de vivre prochainement. Et donc, comme je le disais, il y a certaines choses que l'on peut contrer, sur lesquelles on peut agir et d'autres pas. Voilà. Et puis, il y a aussi le volet spirituel et religieux, qui me tient à cœur, hein, surtout moi-même en tant que converti depuis maintenant plus d'une douzaine d'années. Le mondialisme est une mystique, comme je le disais, et donc spirituellement, on peut très bien tourner le dos à ce monde corrompu en se tournant vers Dieu. Alors cela passe par la conversion si on n'a pas la foi, cela passe par la prière, la méditation si on a la foi, pour justement affermir sa foi catholique. Il existe la France Prie, je trouve que c'est une bonne initiative, mais chacun on peut agir à son niveau. Si d'abord, en amont, on a compris la nature de ce projet, qui est d'essence satanique. C'est un projet intrinsèquement diabolique. D'où l'importance de se former par la lecture de livres qui sont importants, même fondamentaux, pour s'éveiller et mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Et mieux le comprendre à tous les niveaux, pas qu'au niveau matériel, aussi au niveau spirituel et religieux. Et ça a été l'objet de mes derniers bouquins, de mes 5 derniers bouquins. Comme je le disais précédemment, Johan, la population est consciente de ce nouvel ordre mondial, elle se mobilise, elle mène des actions, mais le mouvement est très infiltré par l'opposition contrôlée, qui a pour objectif, entre autres,
de freiner la progression des actions, de l'orienter dans des impasses, de le placer dans l'attentisme et dans de faux espoirs. Alors, l'opposition contrôlée, c'est un vaste sujet. Donc, comme son nom l'indique, cette opposition est sous contrôle. Et donc, pour être sous contrôle, il faut être lié d'une manière ou d'une autre avec le système républicain, avec l'État. Alors, on peut être lié par le biais d'agents des services de renseignement, par exemple. On peut être lié généralement par une loge maçonnique, par un parti politique noyauté, par exemple, par la franc-maçonnerie ou divers lobbies, un parti politique ou une association qui va être aux ordres du système, hein, grassement subventionné par le système. Je pense notamment à SOS Racisme depuis les années 80, grassement subventionné par le système, ou par exemple Insoumise. Donc, on peut être directement rémunéré par ce système, donc lié directement par ce système, et jouer double jeu, ou alors indirectement par ce même système. On sait par exemple, on va prendre un exemple concret, on sait par exemple qu'un Robert Ménard est un agent de la CIA, qu'il avait reçu des fonds, il avait avoué lui-même, des fonds de la NED. NED qui est une ONG qui est un organe de la CIA. D'accord? Donc, par la franc-maçonnerie aussi, quand par exemple, comme un François Asselineau, on coche toutes les cases du franc-maçon, République, démocratie, laïcité, souveraineté de l'ONU, etc. Donc on a un parcours maçonnique aussi auprès des Sarkozy, Panafieux de Charette, hein, comme c'est le cas d'Asselineau, comme j'en ai parlé dans une précédente vidéo, on ne peut pas être crédible un instant comme opposant sérieux et authentique à ce même système dont on a adopté, en gros, quasiment tout le logiciel. D'accord? Ensuite, comment reconnaître, pour répondre à votre question, comment reconnaître l'opposition contrôlée? Il y a notamment quelque chose qui est fondamental, c'est par l'exposition médiatique. Quand une personne s'exprime régulièrement dans un média allié, un média grand public, quand cette personne est mise en avant, c'est forcément louche. C'est qu'il ne peut s'agir d'un opposant authentique au système. Et peu importe que ça soit en bien ou en mal. Elle peut tout à fait être exposée. Bien sûr, bien sûr. Alors forcément, elle peut avoir une étiquette. On peut parler d'elle en mal, attention, elle peut être critiquée. Ça me fait penser par exemple à un Florian Philippot, hein, voilà, ou à d'autres. Mais ça n'en fera pas pour autant un opposant authentique au système. Vous voyez, ça sera pas forcément. Voilà, ça peut très bien être de l'opposition contrôlée aussi. Donc cette personnalité politique, par exemple, ceux qui sont le plus faciles à tenir, c'est ceux qui ont des casseroles et ceux qui veulent faire une carrière politique, parce qu'ils savent très bien qu'ils doivent aller dans le droit chemin voulu par le système. Et que s'ils dérogent à ce droit chemin, c'est terminé pour eux. C'est terminé médiatiquement. On ne peut pas se présenter aux élections. On n'a plus le soutien des banques. On n'a plus rien. On a, voilà, comme moi, c'est-à-dire un blog, une chaîne YouTube avec de la censure, des procès, des tribunaux, etc. Voilà. Et on n'a pas une exposition médiatique. On ne passe pas aux 20 heures. On ne passe pas à Canal+, ou je ne sais quoi. Donc, voilà. Des personnalités comme ça, médiatiques, politiques, seront forcément sous contrôle. Hein, voilà, parce que ça sera terminé pour elles. Et elles retourneront donc plus ou moins dans l'anonymat d'Internet, avec la diabolisation qui va avec. Donc, les médias tiennent l'opinion. Il y a une fausse pluralité d'opinions, en fait, dans ces médias. Ça a été l'objet, d'ailleurs, d'une précédente vidéo, gauche sioniste contre droite sioniste. Hein, en fait, cette opposition factice avec une même oligarchie à la tête, hein, qui tient les deux camps. Et donc, on a vu cette fausse pluralité lorsque des mesures dictatoriales, on va dire le mot, se mettent en place. Il faut s'apercevoir que ça ne se bouscule pas des masses pour prendre à contre-courant l'idéologie dominante. Voilà. Quand une personne médiatique
s'expriment dans ces médias grand public alignés, subventionnés par la République, il faut tout d'abord se renseigner sur elles. Il ne faut pas se fier à un slogan, à une affirmation, à un propos où on tomberait d'accord avec cette personne-là. Elle est pour la sortie de l'Europe, donc c'est bon, ça y est, je ferme les yeux sur le reste. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut aller bien plus loin. Il faut toujours rester méfiant, surtout avec ceux qui sont mis en avant dans ces grands médias. On doit avoir la plus grande méfiance envers ces gens-là. Donc la République, je rappelle que la République ne se tirera pas une balle dans le pied. Hein. Elle ne déballera pas le tapis rouge à ses véritables adversaires. Hein. C'est logique. Hein. Et puis ensuite, quand on veut faire une carrière politique, quand un parti politique est noyauté par la franc-maçonnerie et le lobby LGBT, comme c'est le cas du Rassemblement national, c'est forcément de l'opposition contrôlée. Hein. Puis ça correspond à l'idéologie du système. Donc il n'y a absolument rien à attendre de ces gens-là, et on en a eu encore la confirmation avec cette proposition de loi dans la Constitution là, pour la légalisation de l'avortement qui a été votée à une majorité de députés du Rassemblement national. Voilà la preuve concrète que ce parti fait partie intégrante du système. Donc c'est ça le gros problème. Il y a des gens qui veulent faire une carrière politique et qui ne sont du coup pas au service de la vérité. On ne peut pas être au service, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, hein, Dieu et maman, et on ne peut pas être au service de la vérité et aussi de sa carrière politique. Il faut faire un choix. Soit l'un, soit l'autre. Donc, pour moi, le choix a été fait, mais pour eux, le choix a été fait aussi, c'est faire une carrière politique. Et donc, ces gens-là auront forcément un plafond de verre. Ils s'auto-censureront, ils ne diront pas forcément la vérité et selon les décisions à prendre, ils ne prendront pas la bonne décision. Et on l'a vu sur des sujets importants. Injection obligatoire, IVG, hein, des piliers du projet mondialiste, hein, sont vraiment de pur produit maçonnique. On a aussi on observe pas mal d'agents de crise, d'agents d'influence, voilà, qui orientent sur des thèses, des hypothèses pas vraiment fondées, le plan Q, les Trumpistes, ces mouvements patriotes. Voilà, ça maintient dans des espoirs, justifiés ou pas. Oui. Les hommes politiques qui veulent faire carrière seront forcément tenus, s'ils dévient sur des sujets importants comme ceux que je viens rapidement d'évoquer. Concrètement, ça sera plus de soutien des banques pour financer leur parti. Déjà. Plus de 500 signatures pour se présenter à l'élection, vraiment de tout, c'est-à-dire l'élection présidentielle tous les 5 ans. Oui. Et donc, voilà, ils seront tenus par ce système, par ces, voilà, plus d'exposition médiatique, plus de soutien des banques, plus de 500 signatures. Voilà. Mais souvent, ces gens-là seront tenus, pourquoi? Par leur orgueil et aussi par le porte-monnaie. Parce que faire de la politique, ça peut rapporter. Ça peut rapporter bien plus que se lever le matin pour travailler et avoir péniblement un salaire au SMIC ou faire plus que le SMIC, où on arrivera difficilement à payer tous ces trucs. Or là, député européen, ça paye. Député à l'Assemblée nationale, ça paye. Sénateur, ça paye tout ça. Ça paye pourquoi? Pour dire oui, je m'oppose, oui, je suis à peu près pour ou contre, pour siéger dans une assemblée, pour passer dans les médias, où on a une exposition médiatique, voilà, on est quelqu'un de reconnu dans la rue, où on a des milliers de followers sur Facebook et Twitter. Vous voyez? Donc, quelque part, ces gens-là sont tenus à la fois par leur porte-monnaie, mais aussi par leur orgueil. C'est peut-être pas plaisir à entendre ce que je dis, mais c'est la stricte vérité. Donc voilà, pour rappel, en conclusion, ce que l'on voit régulièrement dans les médias sont soit de combines avec le système, soit carrément payés par eux. Donc ce seront forcément des vendus en fait. Et d'ailleurs, ça a été un peu le cas, ça me fait penser aux leaders des Gilets jaunes, hein, qui n'étaient pas fluides d'ailleurs. Et la question à se poser, c'est pourquoi eux ont été médiatisés plutôt que d'autres. Hein. Et Gilets jaunes mélanchonistes, qui n'avaient a priori rien de plus que ceux qui étaient dans les cortèges tous les samedis. Donc voilà, je crois qu'il y a de bonnes questions à se poser. Et donc il faut se les poser, ces bonnes questions,
et arrêter de s'illusionner. Et donc, d'après vous, parmi des gens qui se présentent comme étant des lanceurs d'alerte, Oui. existerait-il des lanceurs d'alerte qui ne seraient pas sous contrôle? Oui, bien sûr, des gens qui, de manière honnête, effectuent un travail intéressant, un travail pour éveiller les consciences, ou un travail pour amener les gens dans le camp de Dieu, ou en tout cas pour faire comprendre certaines choses, oui. Il y en a heureusement qui luttent à leur niveau dans leurs différents domaines. Hein. Dans le domaine de la santé, il y a un professeur Perron, où il y a quelqu'un comme Céline Naivi ou Thierry Casanova, c'est les premiers qui viennent en tête. Hein. Mais après, dans d'autres domaines, nous, dans l'antimondialisme, dans l'antimaçonnisme, il y a des gens comme Thierry Lard, comme moi-même, un camarade Paul-Étienne Pierrecourt. Bon, voilà, je vais certainement oublier, hein, donc c'est pas évident de citer les uns et les autres, mais il y a des gens qui font un travail honnête, qui porte ses fruits. Il y a quand même de plus en plus de gens qui se réveillent, qui prennent conscience de cela. Alors des fois, il y en a, il aura un peu plus de temps que pour d'autres. Donc, je pense que quand même tout ça est positif. Il faut regarder le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, sinon on va rapidement déprimer. Et j'ajouterais que l'authenticité d'un opposant véritable au système se vérifie au coût qu'il reçoit de ce même système. Perte d'emploi, procès dans les tribunaux, censure sur Internet, bien sûr, condamnation judiciaire et même prison avec sursis ou encore prison ferme. Donc, c'est assez simple à constater. Si au lieu de recevoir des coups, les médias lui déballent le tapis rouge, c'est qu'il y a anguille sous roche, c'est qu'il y a un souci. C'est que ce lanceur d'alerte n'est pas un opposant authentique et véritable, mais plutôt de l'opposition contrôlée. Ou alors, c'est que cette personne n'est pas forcément de l'opposition contrôlée, n'est pas forcément liée au système, mais elle ne veut pas prendre de coups, elle va s'auto-censurer, et du coup, elle va faire des compromis, elle veut faire des sous dans son coin, mais froisser personne et surtout pas se prendre de coups, pas être censurée. Et elle va se mettre elle-même un plafond de verre et elle va dire que certaines vérités et pas d'autres. Vous voyez? Rétention d'informations. Oui. Voilà, elle va dire partiellement la vérité. Bon, moi, ces gens-là, en général, ne m'intéressent pas. La vérité est une et il faut dire toute la vérité. Voilà. Après, il y a certains sujets qui sont particulièrement casse-gueule où on fait directement de la ferme, comme le révisionnisme. Donc, là, il vaut mieux être très prudent et même prendre des pincettes. Voilà. Éviter ce genre de sujet et plutôt aller sur d'autres. Tout simplement parce qu'il n'est pas permis de parler de ce sujet-là. Voilà. Alors, on peut renvoyer vers certains qui ont fait le boulot, et puis après, les gens se font leur avis par eux-mêmes. Mais je trouve que voilà, cette relation que l'on a à la République et les coups que l'on donne et aussi les coups que l'on reçoit, ben, c'est fondamental à prendre en considération. Voilà. Si quelqu'un est dans notre milieu depuis 10 ou 15 ans et que ben, la personne passe, je ne sais pas moi, chez Hanouna, sur RMC ou chez Percoff ou je ne sais sur quel média, et que ben, autour de cette personne, ben, des gens morts se retrouvent dans les tribunaux et que cette personne, il n'y a jamais rien, et qu'on la laisse tranquille, il faut se poser de grosses questions. Par contre, ben, si cette personne, à un moment donné, on lui tombe dessus et que c'est plainte sur plainte, comme c'est mon cas en fait, hein, j'ai perdu mon emploi en 2009, j'ai été incarcéré l'année dernière, la ceinture, je connais ça, les plaintes d'associations communautaires, je connais aussi très bien. Bon, donc voilà, forcément, on aura plus de crédit que voilà auprès des gens qui, en tout cas, font fonctionner leur cerveau et raisonnent de manière objective. Mais pour répondre à votre question, oui, il y a des lanceurs d'alerte qui font du bon travail et il faut les encourager, il faut les soutenir, il faut se déplacer sur le terrain, se rencontrer, parce que c'est une chose de regarder des vidéos sur YouTube, mais c'en est une autre
de commander les livres de tel auteur, d'aller le rencontrer, vous voyez, de partager ses vidéos, de partager ses livres sur les réseaux sociaux. Et bon, malheureusement, beaucoup de gens ont peur en fait, ont peur d'être stigmatisés, ont peur du qu'en dira-t-on, et donc ont peur de ne serait-ce que liker une publication de tel ou tel dissident, peur de partager, vous voyez, peur d'être eux-mêmes étiquetés par association. Voilà. Et je trouve que cette peur doit changer de camp. Cette peur doit changer de camp. C'est dans le camp d'en face que les gens doivent avoir peur et pas dans notre camp. Il faut que les gens se décomplexent et voilà, on soutient ceux qui vont au front, on soutient ceux qui mouillent le maillot, on soutient ceux qui disent la vérité, quoi qu'il en soit. Quelles actions réalisables et issues positives pouvons-nous espérer de ce mouvement de résistance actuel? Alors, action collective ou individuelle, parce que à l'échelle collective, la plupart des mouvements ont été tués dans l'œuf. En fait. Donc, personnellement, j'y crois pas. Hein, je crois en aucun parti politique. Je pense même que le parti politique est le problème. C'est un véritable problème et non la solution. Et Donc, après, à l'échelle individuelle, s'inscrire dans cette démarche de guerre de l'information. Voilà. Il y a une démarche de conscientisation, une démarche d'information non alignée, qui est fondamentale, qui passe par le net, qui passe par le livre, qui passe aussi par les réseaux sociaux que l'on doit utiliser, non pas pour faire son bouffon avec des selfies toutes les 10 minutes comme certains le font, hein, je suis désolé, mais par de l'information alternative, non alignée, pour contrecarrer les plans de cette oligarchie mondialiste qui est toute puissante et qui a tous les pouvoirs et s'articule autour de réseaux maçonniques particulièrement et dont le projet est clairement la destruction totale de notre patrie et de l'humanité, de notre identité, de l'humanité en Occident et dans le monde. et selon vous, est-ce qu'une libération par les urnes serait envisageable? Voilà, je ne sais plus quel pape avait dit, nous ne sommes pas dans le suffrage. Le suffrage universel est en fait un mensonge universel. D'accord. Nous ne vivons pas en démocratie, mais sous une plutocratie, sous le règne de puissance d'argent, sous le règne d'une oligarchie bancaire. Et d'ailleurs, les différentes multinationales dépendent de leurs emprunts, de prêts accordés par ces cartels bancaires. Donc, on ne peut pas croire aux urnes, puisque il y a un système qui ne permet pas à ce qui est un représentant authentiquement patriote français d'arriver au pouvoir. Ce n'est pas possible. Donc, tout est verrouillé à ce niveau-là. Par contre, il faut le courage, il faudra beaucoup de courage et même l'esprit de sacrifice, puisque quand on prend des coups, il y a la notion de sacrifice. Et oui, on sacrifie sa liberté, on sacrifie même sa santé, je sais de quoi je parle, pour les idées que l'on défend. Vous voyez, on sacrifie beaucoup, beaucoup de choses. Donc, il faut avoir un minimum de courage pour défendre cette vérité, pour contrer de manière totale et absolue le projet qui se met en place, d'où le recours aux burnes plutôt qu'aux urnes, chère Saïda. Oui. D'autant plus que nous ne sommes pas en démocratie du tout. La démocratie représentative, c'est pas la démocratie. Mon modèle, c'est Saint-Louis au XIIIe siècle. Donc, ce qu'il faudrait dans l'absolu, c'est un roi très chrétien, avec une monarchie de droit divin, non une monarchie constitutionnelle. OK? Donc, voilà ce qu'il faudrait dans l'absolu. Mais tout d'abord, un chef d'État patriote français, ce serait déjà une très, très bonne chose. Mais aujourd'hui, on en est très loin. On en est très loin. Et par les urnes, on n'y arrivera pas. C'est une certitude. J'en ai parlé tout à l'heure. Hein, il y a des filtres. Voilà. Il y a ce filtre républicain qui tient sur 3 points, l'exposition médiatique, le soutien des banques et les 500 signatures.
D'où viennent-elles ces 500 signatures? C'est un barrage. D'élus francs-maçons. Donc, comment peut-on faire? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quand j'ai vu qu'un camarade, quelqu'un que j'apprécie, comme Ivan Benedetti, voulait se présenter à l'élection présidentielle de 2022, je savais pertinemment qu'il ne pourrait pas se présenter. Voilà. Bon, ça a été l'occasion pour lui de détailler un peu ses idées, son programme. Voilà. Mais concrètement, ce n'était pas possible, puisqu'il n'avait aucun des trois. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et ce qui vaut pour lui vaut pour plein d'autres, voilà, qui aimeraient peut-être défendre ses idées. Et puis même si y arrivent, ils n'auront pas ni les signatures et ils n'auront rien, en fait. Voilà. Ni l'exposition médiatique. Et donc, ce n'est pas possible d'y arriver, tout simplement. Et même aujourd'hui, un parti politique comme le Rassemblement national, si ce parti vient à dévier et sur certains sujets vient être véritablement à contre du projet, de l'agenda mondial. Il y a un agenda, en fait, qui est validé par la Macronie. Mais Macron, ce n'est qu'à la marionnette d'une oligarchie bien plus puissante. Donc il y a Macron, il y a tout ce que représente Emmanuel Macron derrière. En temps de dictature, on le voit très bien. Là, ils sont capables d'envoyer des pères de famille pour rien en prison. Voilà, ils sont capables de couper le micro, ils sont capables de censurer. Ils ont fait ça à Trump, ils peuvent le faire pour nous. Hein. Du jour au lendemain, ils peuvent me faire fermer tous mes réseaux sociaux, mon blog, je ne sais quoi. Voilà, hein, ils nous ont fait sauter Russia Today et Sputnik d'un coup. Ça y est, c'était terminé. Maintenant, il n'y a plus que Russia Today d'ailleurs sur Telegram, que je suis abonné. Mais voilà, ça peut être violent et radical. Et ça, Marine Le Pen et son entourage, maçonnique et LGBT tout en passant, le savent très bien. Elle sait très bien, Marine Le Pen, que pour vivre de la politique, pour vivre très grassement de la politique, hein, il faudra qu'elle ne dévie pas. Il faudra qu'elle valide l'avortement, il faudra qu'elle valide la dictature sanitaire, etc., etc. Il y a 3 catégories, il y a 3 choix possibles lorsqu'on dit qu'on vote pour l'élection présidentielle. Il y a le candidat du système, donc de l'oligarchie bancaire, hein, Rothschild et Lazare. Là, nous, c'est bien évidemment Emmanuel Macron. Il y a les rabatteurs vers ce candidat du système qui font semblant de s'opposer, en fait, ils sont d'accord sur l'essentiel. Voilà. Donc, ça peut être un Bayrou, un Mélenchon, voilà, l'excellent, une Sandrine Rousseau. Voilà. Et puis, il y a l'opposition contrôlée qui est plutôt classée sur l'échiquier politique à l'extrême droite. L'opposition contrôlée. Qui peut être aussi dans l'autre extrême, d'ailleurs. Oui. Peut être aussi Mélenchon. Et donc, ça va être à l'extrême droite, le Rassemblement national et Reconquête. Quand on est ultra sponsorisé par une chaîne comme CNews, de Vincent Bolloré-Goldschmidt, dirigé par Serge Nedjar, on ne peut pas être un opposant crédible au système. C'est une évidence. Quand on reçoit des fonds, quand on a le soutien d'émissaires de la JP Morgan et de la maison Rothschild, on ne peut pas être un opposant crédible à ce système, puisque ce même système nous permet d'exister, puisque ce même système nous prête de l'argent, nous soutient financièrement. Cela est de la logique pure. Cela est un constat qui relève d'une logique implacable. Voilà. Cela ne relève pas de l'opinion. Vous voyez ce que je veux dire? Mon opinion, on s'en moque. Mon opinion, ce que je pense d'un tel ou d'un tel, on s'en moque. D'ailleurs, j'en pense rien. J'en pense rien. Je constate simplement certaines choses, c'est tout. Et ces constats ne sont que la vérité, que tout un chacun se doit de regarder en face. Je vous invite, si vous le voulez bien, à vous présenter et à nous présenter vos ouvrages également. Oui, déjà merci pour votre invitation. Alors, je suis un écrivain français de confession catholique, contre-révolutionnaire, un patriote français.
J'ai été pendant 18 ans journaliste sportif, notamment spécialisé dans les sports de combat. Mais aujourd'hui, je me consacre quasi exclusivement à l'écriture de mes livres et aussi à la publication de vidéos, toujours dans un même esprit militant et une démarche apostolique. Donc, mon premier bouquin remonte au printemps 2007. C'est une suite de nouvelles sur la boxe. Voilà, c'est Ronde affective. C'est un livre que je ne vends plus, mais c'est déjà un début, un commencement de mon activité militante. Il y a quand même déjà certaines idées qui sont diffusées, bien que le sujet soit la boxe, généralement les sports de combat. Là, par contre, en début d'année 2009, mon second bouquin, Le dissident révolté, marque clairement mon engagement. Hein. Auparavant, j'avais déjà publié des vidéos militantes sur Dailymotion à l'époque, c'était en 2008. Et là, donc, le dissident révolté, je communique sur ce bouquin et je perds mon emploi de journaliste sportif le 1er mai 2009. Ce bouquin aussi, je ne le vends plus pour des raisons qui sont personnelles, hein, puisqu'entre-temps, je me suis converti en 2010, vous voyez, et donc j'ai publié un troisième bouquin en 2011, une sorte de pamphlet antimondialiste, Deux cris dans la nuit, voilà, où il y a encore des choses personnelles, mais on est déjà clairement dans la politique à l'échelle internationale, dans comment dire, que l'oligarchie mondialiste veut nous imposer, donc dans ce projet qui est d'essence satanique, dans ce processus de destruction à grande échelle. Donc c'est Deux cris dans la nuit, en 2011. J'ai pris le goût de l'histoire pendant toutes ces années en lisant de très bons auteurs. J'en ai souvent parlé, William Picard, Esther Holster, Joseph de Maistre, Monseigneur de la Supervision, etc. Et ça m'a donné le goût de l'histoire de lire ces livres-là, et cela a donné cette petite synthèse qui s'adresse à un public qui n'est pas forcément, les gens ne sont pas forcément de gros lecteurs, vous savez, ils n'ont pas envie de lire des livres de 500, 600, 700 pages. Et donc là, une petite synthèse, une brochure d'une cinquantaine de pages qui remonte le cours de l'histoire et qui, comme ça, dénonce, si vous voulez, l'implication de la haute finance et de la haute maçonnerie dans les événements qui ont parcouru l'histoire, notamment les révolutions et les guerres, depuis la révolution anglaise, depuis le XVIIe siècle jusqu'à nos jours, donc les différentes révolutions, et aussi les deux premières guerres mondiales. Donc ça a donné, en début d'année 2012, synthèse du mouvement révolutionnaire mondial. Voilà. Qui s'est plutôt bien vendu d'ailleurs, et que je vends toujours. Ensuite, j'ai voulu faire vraiment une grosse synthèse sur le complot talmudo-maçonnique, sur le nouvel ordre mondial, et ça a donné mon livre majeur, qui a connu le plus gros succès, que j'ai publié en décembre 2014, c'est Le complot contre Dieu. Voilà, le mondialisme démasqué, comme son nom l'indique. Et donc, voilà, c'est écrit d'ailleurs hein, dans le quatrième de couverture. J'ai rédigé ce livre dans un esprit de synthèse, hein, et ce livre dévoile faits et documents à l'appui le complot talmudo-maçonnique contre l'Église catholique, contre les monarchies, les nations, contre les peuples, contre l'humanité. Et donc, j'ai mis plus de 4 ans, en fait, je marque 4 ans, mais j'ai mis facilement 5 ans pour écrire ce livre, pour qu'il y ait vraiment l'aboutissement d'une étude approfondie sur l'histoire, sur la politique, sur le conflit religieux qu'il y a, en fait, sur les dessous des cartes, en fait, hein, sur la vraie histoire, hein, non pas l'histoire officielle de celle de la République, mais la vraie histoire, celle que la République, justement, nous cache. Donc voilà, j'ai voulu vraiment l'action des sociétés secrètes durant l'histoire, et donc ça a donné le complot contre Dieu. J'ai vu qu'on allait, on arrivait à 2017, et avant cela, je me suis dit, ben, 2017, ça fera exactement 300 ans que la maçonnerie synagogue de Satan a été créée. Hein. C'était exactement le 24 juin 1717 à Londres, avec Anderson et des Aguilliers, avec la Grande Loge d'Angleterre. Et donc, cela m'a donné l'idée d'écrire un livre complet sur le sujet, à publier en 2017. C'est ce que j'ai fait. En février 2017, ça a donné la franc-maçonnerie 300 ans d'imposture. Voilà. Grosse synthèse aussi, qui fait près de 400 pages, qui a bien marché. Et puis en 1958, le pape Pie XII est décédé et
malheureusement, il y a eu ensuite des successeurs qui ont trahi la foi catholique, qui ont fondé une fausse église qui est devenue en fait à Rome, l'église romaine, la secte conciliaire, avec des imposteurs sur le Saint-Siège depuis donc Jean 23. Et en 2018, donc 60 ans après le décès du pape Pie XII, je me suis décidé à écrire un livre sur la crise dans l'Église en remontant depuis le dernier concile, donc Vatican II, puisque nous sommes à Rome dans l'Église issue du dernier concile, donc l'Église issue de Vatican II, et donc de remonter un par un les différents dirigeants de cette Église conciliaire, et cela a donné une loge maçonnique qui dirige le Vatican, que j'ai publié très exactement le 19 septembre 2018, en référence au message de Notre-Dame à la Salette. Voilà, il s'agit de mon dernier bouquin qui remonte maintenant à plus de 4 ans. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, je comptais en sortir d'autres, mais l'année dernière, j'ai eu de gros soucis judiciaires et donc j'ai dû passer une grosse partie de l'année 2021 à Londres, et voilà, ça sera peut-être l'objet d'un futur ouvrage, on va voir. Mais du coup, bon, ben voilà, il a fallu que je me remette un peu en selle, que je reprenne un peu mon activité militante, l'écriture, les vidéos, en fin d'année 2021 et encore en 2022. Et puis j'espère donc publier plusieurs livres dans les années. Vous êtes également présent sur différents sites YouTube. Qu'est-ce que vous utilisez comme plateforme de communication? Oui, ben, un petit peu tous les réseaux disponibles. C'est-à-dire que, bon, moi-même, j'ai un blog, hein, wordpress.com. Après, j'ai une page Facebook, 2 comptes Facebook même, un compte VK, Twitter, Telegram aussi, même une page sur Gloria TV. Encore. Ben, là où, en fait, il est possible de s'exprimer, quoi. Voilà, bien sûr, une chaîne YouTube, je crois un peu plus de 11 000 abonnés. J'ai aussi une liste de diffusion, donc ceux qui veulent recevoir ma lettre d'information par courriel peuvent me contacter hein, sur mon mail livernet83@gmail.com. Voilà, ce qui permet une certaine visibilité. Voilà, et puis il y a aussi certains sites internet qui me diffusent volontiers, que je salue, notamment le librepenseur.org, le Profil Catholica, ou c'est des vacantismes WordPress, des pages Facebook comme À la gloire de Jésus ou la Ligue Saint-Amédée, j'en oublie certainement, qui relaient l'information, qui permet d'avoir une visibilité. Et quand on défend ces idées, c'est vrai que c'est important de pouvoir toucher un public assez large. Alors forcément, je n'ai pas la visibilité que des personnes peuvent avoir qui passent dans les médias alignés, à la télévision, où là on touche des millions potentiellement des millions de personnes, mais quand même plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et d'ailleurs, mes bouquins se vendent bien, notamment Le complot contre Dieu qui approche les 5000 ventes, la franc-maçonnerie Croisement d'imposture qui fait partie des meilleures ventes pour le catalogue d'édition Saint-Rémy, je viens de voir, qui a dépassé les 3000 ventes. Bon voilà, c'est quand même assez positif. Personnellement, je préfère voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Voilà. Et de toute façon, que plus ou moins de gens approuvent mon travail. Bon, c'est vrai que c'est important d'être suivi, mais de toute façon, ça n'empêchera pas de dire la vérité et de défendre ses idées jusqu'au bout et quoi qu'il en coûte. Eh bien, Johan, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. J'informe nos auditeurs que les liens pour acheter les ouvrages et consulter les réseaux de Johan Livernet sont disponibles sous la vidéo. Donc, merci à tous et à bientôt.